Avant de commencer la conférence, je me présente, Sandra Flores, comme j'ai dit. J'ai possède un baccalauréat en agronomie et une maîtrise en phytoprotection de l'Université de Guanajuato au Mexique, ainsi qu'un doctorat de biologie de l'Université Laval. Je me suis jointe à l'équipe de Sérum en janvier 2018 comme chercheuse en malherbologie. Je réalise des projets de recherche sur la détection et la gestion de mauvaises herbes résistantes aux herbicides, tels que l'amarante tuberculée et la folle avoine. Aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment c'est ce qui va être comme la présentation qui va clôturer un très beau projet qu'on a réalisé sur la folle avoine dans la région du Bas-Saint-Laurent. Pour commencer, je vous dirais que la folle avoine, c'est une graminée annuelle qui est considérée parmi une des espèces les plus dommageables dans les régions tempérées à niveau mondial. Elle peut causer des pertes de rendement jusqu'à 70% dans les petites céréales et elle est interdite dans la production de semences. Au Canada, les inventaires réalisés dans les prairies ont montré qu'elle est présente dans environ 79% des champs échantillonnés. Puis, les populations résistantes aux herbicides ont aussi déjà été repérées au Canada dans les prairies, particulièrement résistantes au groupe 1, 2, 14 et 15. Donc, c'est principalement la résistance au groupe 1 et les résistances au groupe 1 et groupe 2 qui sont les résistants les plus populaires parmi ces différentes populations. Au Québec, la folle avoine, il a aussi quand même une longue histoire. Euh, Entre la période entre 2011 et 2018, seulement 6 populations résistantes ont avait été repérées via les services de détection de la résistance aux herbicides offerts par le MAPAC à l'époque. Donc, 4 populations dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une dans la Abitibi-Témiscamingue et une dans l'Estrie. Néanmoins, vu que ces populations sont envoyées sur une base volontaire, c'est fort possible que cette résistance ou ce problème soit surtout sous-estimé. À cause de ça, entre 2014 et 2018, un projet en collaboration entre le Sérum, le MAPAC et Agriculture et Agroalimentaire Canada et l'Université Laval avait été réalisé pour déterminer, entre autres choses, les quantités de population présentes, de populations résistantes présentes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet a déterminé que 35% des 72 populations échantillonnées étaient résistantes au phénoxaprop P-éthyle, qui est un herbicide du groupe 1. En parlant de la région du Bas-Saint-Laurent, jusqu'en 2020, aucune population, aucun échantillon n'avait été testé pour la résistance aux herbicides, ni aucun dépistage systématique avait été réalisé dans la région. Mais un sondage réalisé par l'UPA dans 2020, il avait montré que 75% des producteurs qui ont répondu à ce questionnaire ont constaté une présence importante de folle avoine dans leur champ et 25% parmi eux pensaient que c'était la folle avoine résistante au groupe 1. C'est pour ça qu'ils m'ont contacté, puis ensemble, on a pu déposer ce projet de recherche qui, en fait, il avait 3 objectifs principaux. Le numéro un, c'était de réaliser un premier inventaire de la folle avoine dans la région et déterminer la proportion de populations qui étaient résistantes aux herbicides. Deux, c'est de documenter les cas de résistance répertoriés afin d'établir des causes potentielles. Et trois, c'est d'établir des fondations de lutte collaborative, c'est-à-dire une lutte intégrée ayant aussi une approche communautaire ou sociale, afin de développer de nouvelles stratégies et surtout favoriser l'adoption de stratégies de lutte intégrée contre la folle avoine résistante aux herbicides. Donc, c'est aujourd'hui que je vais vous présenter surtout les résultats de ce projet de recherche. Donc, le projet s'est déroulé entre 2020 et 2023. Puis, au total, on a fait l'échantillonnage de 62 fermes et 162 champs qui ont été dépistés. La folle avoine était en fait présente dans 82,3% des fermes et 63,5% des champs. Quand on parle de la fréquence, en fait, ce qu'on était capable d'observer, c'est que la folle avoine est pas mal présente dans toute la région du Bas-Saint-Laurent, principalement dans la région de Témiscouata, dont 100% des champs qui ont été dépistés avaient de la folle avoine. Des autres MRC avaient de différentes proportions, et c'est surtout la Matanie et la rivière du Loup qui ont les proportions les plus faibles de présence de folle avoine parmi les champs dépistés.
Quand on parle par contre de l'abondance, ça veut dire le nombre de plantes de faux lavande par mètre carré, on a quand même été surpris de voir que dans certains cas, ou surtout dans certaines cultures, on dépassait de loin le nombre ou le seuil d'importance économique. On considère qu'à peu près 10 plantes de faux lavande par mètre carré peut causer une perte de rendement entre 10% dans les blés, l'orge et les canola et jusqu'à 20% dans les lin. Néanmoins, comme vous voyez ici dans la graphique, dans certains cas, comme par exemple les canola, la moyenne de l'abondance était de 40 plantes par mètre carré. Dans les cas de blé, c'était jusqu'à 18, et dans l'avoine, entre 11 et 19, dépendamment de où est-ce qu'on échantillonnait. Puis même dans les prairies de première année, on était quand même capable de voir que les seuils dépassaient d'autour avec à peu près 17 plantes par mètre carré. Ça, c'était quand même assez surprenant parce qu'il montre qu'il y a vraiment une problématique de la présence de la folle avoine. Puis on était particulièrement déçus de voir qu'il y avait autant de folle avoine dans les canolas parce que c'était une des cultures qu'on voulait proposer pour faire la rotation des cultures. De l'autre côté, on est quand même capable de voir que certaines cultures comme la maïs en silage, les seigles et les prairies ont très plus faible pourcentage de présence de la folle avoine. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça va nous permettre de considérer cette culture comme de possibles options pour des rotations. Et en parlant précisément de rotation, on avait observé entre les observations au champ et les questionnaires que les producteurs ont remplis par rapport à leurs pratiques agricoles que la production en continu de céréales, en fait, la production de céréales, même pour une seule année, entraîne un risque de présence de la folle avoine et de la folle avoine résistante aux herbicides comparé avec des sites qui ont incorporé des prairies dans leur culture. En fait, 34% 34% des participants qui ont répondu au questionnaire avaient de la folle avoine et avaient produit de céréales jusqu'à 2 ou jusqu'à 3 fois par, euh, dans les dernières 3 années. En comparaison, on voit que les personnes qui ont incorporé des prairies, la présence de la folle avoine était réduite de façon très significative. Euh, donc, c'est vraiment un message à retenir aujourd'hui, c'est que dans le cas de la folle avoine, la rotation de différents types de céréales n'est pas suffisante. Il faut vraiment changer le type de culture et il faut particulièrement considérer l'inclusion des prairies parce que les prairies, ils vont compétitionner contre la folle avoine, mais aussi le fait de faire la fauche de la prairie, cela va briser le cycle de vie de la folle avoine et va permettre d'épuiser la banque de graines au fil des années. Juste pour vous donner une idée, quand on parle une abondance assez intense, voici un champ qui a été pris, donc tout ce que vous voyez à l'écran, c'est de la folle avoine. Donc, c'est un champ qui va requérir des mesures assez intenses pour s'en sortir. Et l'idée, c'est éviter d'arriver à ce type de situation. Donc, c'est vraiment la fauche, l'implantation de cultures très compétitives, la rotation des herbicides. Ça va falloir vraiment acquérir une approche holistique afin de combattre cette espèce. Maintenant, on va parler sur la résistance au groupe 1 de la folle avoine, mais je vais vous commencer avec un mini quiz pour vous autres, les participantes. On va voir popper dans votre écran dans une seconde une question à choix multiple. En fait, la question c'est, selon vous, c'est quoi la rotation des herbicides? L'option 1, c'est la rotation des matières actives, donc c'est-à-dire je change la ville pour l'ibuprofène. C'est la rotation des modes d'action, ça veut dire je change les différents herbicides qui vont attaquer la plante de différentes façons. La rotation de produits commerciaux, c'est-à-dire Pepsi ou Coca-Cola, ou toutes ces réponses. Donc, je vous laisse encore quelques microsecondes pour répondre à la question avant de continuer, puis on verra après c'est quoi votre réponse. Donc, on passe à la prochaine. Une seconde de plus pour voter. Merci beaucoup. Donc, euh, Donc, la résistance aux herbicides, en fait, c'est une mutation, c'est des traits qu'une plante va acquérir afin d'être capable de survivre
l'application d'un herbicide et surtout à se reproduire après un traitement herbicide qui aurait été normalement létal pour les types sauvages. Et le concept clé en arrière le développement de la résistance, c'est un concept qui s'appelle la pression de sélection. Ça veut dire que nous sommes en train de... les plantes vont survivre un certain type de stress, ils vont être capables de survivre et vont les rendre comme adaptés à survivre des événements de ce type dans le futur. Dans le cas de la résistance aux herbicides, cette mutation est vraiment causée par une utilisation répétée d'un herbicide du même groupe ou du même mode d'action. Donc, imaginez-vous que vous avez une plante, dans ce cas-là, mettons la follavoine, et on a un seul plant qui a développé cette mutation, et maintenant résistante aux herbicides de groupe 1. Vous appliquez l'herbicide ces premières années, mais elle va être capable de survivre, se multiplier et produire des graines qui vont rester au champ pour la deuxième année. Cette progéniture, elle aussi aura cette capacité de survivre l'application de l'herbicide. Donc, si la deuxième année, on a encore plus d'individus qui ont cette capacité et on applique encore une forme d'herbicide de groupe 1, il y aura encore plus de personnes, plus de plantes qui vont être capables de survivre. La troisième année, c'est la même histoire. On a plus d'individus capables de survivre. On applique les mêmes herbicides. Il y a plus d'individus qui survivent et sont capables de se reproduire. Donc, vous verrez qu'au fil des années, on passe d'avoir un seul plant qui a cette mutation à la population en entier qui va devenir résistante. Et donc, c'est vraiment un cas, c'est comme ça qu'on sélectionne nous-mêmes pour la résistance en utilisant toujours une méthode normale. Donc, si on revient à votre question, en fait, c'est quand même très intéressant. Je vais juste venir parce que j'ai perdu mon... Dans les connaissances, vous savez quand même, 47% de parmi vous ont choisi la bonne option, que c'est en fait l'option B. La rotation d'herbicides, c'est la rotation des modes d'action des herbicides. C'est-à-dire, c'est la façon comment les herbicides attaquent la plante. Donc, ici, vous voyez, on a différents modes d'action les herbicides sont groupés selon les modes d'action. Donc, la façon comment l'herbicide va attaquer la plante. Donc, on a les groupes 1, 2, 9, etc. Donc, ici, l'idée, c'est que la première année, par exemple, vous utilisez le groupe numéro 1. La deuxième année, on devrait en fait utiliser une rotation de culture, donc une culture différente qui va nous permettre d'avoir un choix d'herbicides qui vont être différents aux herbicides utilisés par exemple dans les cas des céréales. Donc, on peut utiliser par exemple un glyphosate ou un autre herbicide quelconque. La troisième année, même chose, si on fait une rotation de culture, ça va nous permettre de choisir des herbicides différents. Donc, on pourrait par exemple utiliser un groupe 4 pour la troisième année. Comme ça, même si on avait des plants qui survivent les groupes 1, en utilisant des herbicides des groupes différents, ils vont être capables de tuer les 7 plants qui sont résistants. Donc, vraiment, les choix et la rotation des herbicides, c'est vraiment les facteurs clés qui vont prévenir et gérer des populations résistantes. Pour ce faire, en fait, le registre des pesticides, c'est l'outil qui va vous aider à adopter cette stratégie parce que c'est difficile parfois à nous de se rappeler quel herbicide ou quel groupe on a utilisé dans un champ. Donc, juste pour être sûr, dans l'étiquette de l'herbicide que vous utiliserez, il est toujours écrit, par exemple ici dans le cas de l'Epuma Advance, c'est le groupe numéro 1. Donc, vous pouvez déjà noter dans les champs 5, en 2024, j'utilisais le groupe 1. Et comme ça, je pourrais m'assurer l'année prochaine que je vais choisir un herbicide différent. Malheureusement, dans les régions du Bas-Saint-Laurent, les choix des herbicides qui ont été utilisés n'est pas fait la plupart du temps, ni en considérant le résultat de dépistage, seulement 34% du temps il est fait, ni en considérant le registre de pesticides, donc seulement 37% de personnes utilisaient le registre de pesticides pour choisir les herbicides à utiliser. Et aussi, 39,5% des répondants ont dit fait la rotation des groupes de herbicides, sauf que quand on avait vérifié les herbicides utilisés dans les dernières 3 années, en fait, seulement 23% d'entre eux faisaient une vraie rotation de produits dans les dernières 3 années dans la production de leurs champs. Donc, c'est ça, on dirait que nous-mêmes, nous sommes en train de causer le problème parce qu'on ne fait pas le bon choix des herbicides et puis les populations sont en train de
sélectionner eux-mêmes pour devenir résistants. Donc, pour la résistance, pour le projet, on a réalisé le test classique et ça implique, c'est de collecter des graines matures à l'automne de populations qui sont soupçonnées d'être résistantes. On les a menées au sérum, on a été nettoyées, on fait un traitement pour briser la dormance, on fait la production de plantules, on a appliqué les herbicides, et puis on a fait une évaluation pour voir quel pourcentage de plantes étaient capables de survivre un traitement normal. Donc ici, dans la photo, vous voyez la plante sensible à droite, qui c'est les témoins. Donc, les plantes à 0 fois la dose, que c'est l'étiquette blanche, c'est les témoins arrosés à l'eau. Ils sont capables de survivre, mais les plantes traitées à l'herbicide à 1 fois l'étiquette jaune et 2 fois à la dose l'étiquette rouge sont morts. En comparaison, une plante résistante, on voit que toutes les plantes sont capables de survivre. À l'aide des clubs conseils, on était capable d'échantillonner 47 des 162 champs dépistés. Et cette 47 populations ont été testées chacune à 3 matières actives, que ce sont soit 3 herbicides qui appartiennent aux familles de groupe 1, c'est-à-dire le phénoxaprop, connu aussi comme le Puma, que c'est le FOP, le tralcoxydim ou le Bison, puis le pinoxadène ou le Axial. En total, au fil des années, on évalue autour de 11 500 plantes. La résistance, malheureusement, des 47 populations, 98% d'entre elles étaient résistantes aux herbicides. Et puis, on voit comment la résistance est vraiment présente dans toute la région du Bas-Saint-Laurent. On avait seulement trouvé une seule population qui était sensible aux 3 herbicides testés, et cette population, c'était dans une ferme qui était localisée dans la région de la Matapédia. En fait, 28% de population étaient résistantes à une seule matière active, 50% étaient résistantes aux 2 matières actives et 22% d'entre elles étaient résistantes aux 3 matières actives testées. C'est ça qu'on connaît comme la résistance croisée. En fait, on voit quand même que la majorité des populations, donc 43 sur 47, sont résistantes au phénoxaprop ou au Puma, seulement 31 au tralcoxydim et seulement 15% d'entre elles au pinoxadène. En fait, ce qui était quand même assez surprenant, c'est que la résistance au phénoxaprop, ça nous donnait que le plant était capable de survivre ayant jusqu'à 4 fois la dose de l'herbicide. Et dans le cas du tralcoxydim, il pouvait survivre jusqu'à 2 fois la dose de l'herbicide. Et certains plans qui ont survécu ont été envoyés au laboratoire d'expertise et de diagnostic du MAPAC, qui est partenaire de ce projet, pour qu'on fasse des tests moléculaires. Puis aucune mutation n'avait été vraiment identifiée, sauf dans une population. Ceci nous fait supposer que la résistance est une résistance de type non liée à la cible, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment quel type de résistance ou quel mécanisme donne ou confère cette résistance. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il va falloir continuer à faire des tests de type classique, donc ça veut dire qu'il va falloir continuer à prendre des échantillons des graines matures, les envoyer au sérum, puis il va falloir tester toutes les différentes herbicides utilisés afin qu'on puisse déterminer c'est quoi le profil de résistance de chacune des populations, parce que comme on voit ici, le patron n'est pas nécessairement clair. Dans la région, en fait, quand on parle, on voyait que la résistance au phénoxaprop au poumon, en fait, était vraiment présente dans presque toutes les populations, puis vraiment dans toute la région. Même chose pour le tralcoxydim, dont le pourcentage est un petit peu plus faible parce qu'il y avait plus de populations qui étaient sensibles, mais on voit quand même que presque toutes les régions de Bas-Saint-Laurent étaient affectées. Dans les cas du pinoxadène, il y avait encore des régions qui ne sont pas affectées ou que les résistance n'était pas encore présente. Et donc, c'est vraiment, vraiment important que les producteurs de cette région prennent des actions pour protéger cette matière active parce qu'on ne veut pas la perdre, parce que pour le moment, pour cette personne, cette matière active fonctionne encore. Et donc, collectivement, on doit faire attention pour protéger cette matière active. Et ainsi, dans les cas des régions qui ont déjà la présence du phénoxaprop, pour cette population, il faudra vraiment considérer changer les stratégies de lutte contre la folle avoine. Maintenant, je vais parler de la lutte collaborative, que c'est vraiment la partie sociale. Parce que pendant les questionnaires qu'on a fait pour les producteurs, on s'est rendu compte qu'il avait encore une sensation de tabou par rapport à la résistance et à la présence de la folle avoine.
En fait, 17% des répondants considéraient qu'il y avait un tabou en lien à la présence de la résistance de façon générale aux herbicides sur une entreprise. Mais cette sensation de tabou, perception de tabou, en fait, c'était de 44% par rapport à la folle avoine. Et même si la folle avoine est quand même assez répandue dans toute la région. Le sentiment qui se ressortait, c'était qu'il avait une perception que c'est honteux avoir de la folle avoine parce que ça pourrait avoir une mauvaise réputation, parce que je ne fais pas les bonnes choses, parce que je pourrais perdre des options de business, d'opportunités d'affaires ou pour recevoir ou avoir des services à forfait, par exemple. Et donc, c'est quand même malheureux qu'avoir ce sentiment parce qu'il peut causer que le producteur ne se sente pas à l'aise d'aller chercher de l'aide ou de l'accompagnement pour établir une stratégie efficace de gestion ou de parler avec ses voisins, ses collègues, son agronome afin de trouver une solution. Et donc, l'idée d'avoir des plateformes comme aujourd'hui, c'est précisément de dire, regarde, la folle avoine, au moins dans la région de Bas-Saint-Laurent, c'est un problème assez commun. Il faut trouver une solution, mais il faut surtout en parler. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner à un certain point une plateforme pour que vous sachiez ou ayez la confiance qu'il y a des solutions possibles pour les problèmes. La majorité des producteurs qui ont été participés au projet étaient quand même de régie conventionnelle, mais la folle avoine et la folle avoine résistante aux herbicides étaient aussi trouvées dans production biologique, en production de transition biologique et en usage réduit de pesticides. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est vraiment la folle avoine, c'est un problème de tout le monde. C'est pas parce que j'utilise pas des herbicides que ça me concerne pas, parce qu'à un certain point, la résistance aux herbicides, surtout de type non lié à la cible, c'est des mutations pour lesquelles on ne connaît pas encore plein d'informations et parfois, dans certains cas, la plante pourrait devenir, en certaines fois, par exemple, plus tolérante à la sécheresse ou plus compétitive. Donc, c'est vraiment un problème de tout le monde et tout le monde doit participer et c'est pas, ça concerne pas seulement à la régie conventionnelle. Il faut aussi considérer que la lutte et la prévention des mauvaises résistances aux herbicides a une composante spatiale. Parce que parfois la résistance peut être transmise par le pollen, par les animaux, des graines de populations résistantes peuvent arriver via une inondation dans la terre, etc. Parce qu'on est des voisins, on partage des bordures, des champs, on partage des services à forfait. Et donc, l'idée, c'est que les études qui ont montré qu'une personne par elle-même, c'est peut être plus difficile qu'elle va combattre une population. C'est vraiment un effort collectif. Parce que, comme j'ai dit, ça arrive qu'on partage des services et à chaque fois qu'on crée un nouveau foyer, ce nouveau foyer peut créer des autres foyers. Donc, malheureusement, les questionnaires montraient qu'il avait une forte impression que les problèmes venaient d'ailleurs. C'était la faute de mon voisin que je llama la folle avoine, c'est la faute du producteur en régie bio, c'est la faute des forfaitaires, c'est la faute de tout le monde. Mais à un certain point, il faut arrêter de penser c'est la faute à qui, c'est qu'il y a un problème. Mais ici, il faut prendre responsabilité de mes propres actions pour établir des stratégies qui vont être partie d'une solution pour la communauté, pas seulement pour ma ferme. OK, on a un problème, qu'est-ce qu'on va faire? Comment j'ai pu aider à les autres? Et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est un des messages à passer, c'est que cette participation de tout le monde est importante pour trouver une solution. Moi, mon rôle de chercheur, c'est de trouver de nouvelles solutions, de proposer de nouvelles stratégies. Le rôle de conseiller, c'est de faire les ponts avec les producteurs, de trouver c'est quoi la meilleure stratégie, de proposer des solutions. Puis à vous, le producteur, le message aujourd'hui, c'est vraiment être ouvert à l'adoption des changements parce que la présence de cette espèce ou de la résistance aux herbicides de façon générale exige absolument qu'on change notre façon de produire. La méthode qui fonctionnait auparavant n'est plus bonne maintenant. Il faut trouver de nouvelles solutions. Et donc, c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on va trouver une solution à ce problème. Puis, en fait, les restants des conférences de la journée, ils vont présenter des solutions que des autres producteurs, autant au Québec comme dans les prairies, ont trouvé pour travailler ensemble et pour trouver des solutions contre la folle avoine. Donc, en conclusion,
Et c'est une première étude qui démontre que la folle avoine est vraiment largement répandue dans la région du Bas-Saint-Laurent. La majorité des populations sont résistantes aux herbicides de groupe 1 et c'est à un taux plus élevé que dans les prairies et dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La résistance semble être de type non liée à la cible, ce qui exige de continuer à besoin d'avoir des tests de résistance de type classique. Et pour ça, je vous invite fortement à prendre, euh, à utiliser le service du laboratoire d'expertise et diagnostic du MAPAC, que c'est le plus complet au Canada. Et c'est une fierté québécoise. Et donc, je vous invite vraiment à continuer à soumettre vos échantillons afin de savoir c'est quoi les profils de résistance de la population dans votre ferme. Parce que vous voyez, peut-être le phénoxaprop n'est plus possible, mais peut-être le pinoxadène ou des autres herbicides que vous pouvez encore utiliser. Donc, c'est vraiment très important que vous sachiez c'est quoi le profil de résistance. Et finalement, c'est vraiment que chacun de nous prenne responsabilité de nos actions, qu'on change et on adopte de nouvelles stratégies de lutte. Mais je suis certaine qu'ensemble, on va pouvoir trouver une solution pour la folle avoine. Donc, avec ça, je tiens à remercier à tous les producteurs qui ont participé au projet, à tous les conseillers, les clubs qui ont nous aidés avec les échantillonnages et les dépistages, à tous les collaborateurs du projet et évidemment au MAPAC pour leur financement. Merci beaucoup, puis je suis ouverte à votre question.